Cette semaine au podcast La tête dans les poubelles, je reçois Alexandre Nadeau, politologue spécialisé en développement international. Avec lui, nous ferons le tour de la question sur la situation en Ukraine. Bonne écoute. Bon matin, bienvenue au podcast La tête dans les poubelles. Ce matin, je reçois Alexandre Nadeau, politologue en développement international. On discute de la situation en Ukraine, donc on va parler économie, on va parler du développement international probablement. On va discuter aussi de tous les enjeux qui sont liés, oui, au pétrole, bien sûr, parce que la question est tellement revenue souvent. Puis, on va parler d'autres sujets comme le patrimoine, entre autres. Bref, on fait le topo de la question. On est dans la vulgarisation aujourd'hui, dans l'information, mais surtout dans l'éducation. On demande à tout le monde dans le chat d'être respectueux au cours de ce podcast-là. Donc, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Mais sachez qu'on demande à ce que ce soit fait dans le respect. Bon matin, Alex, comment vas-tu? Moi, ça va super bien, pour vrai. Yes! La nuit s'est bien passée avec le petit, tout est fantastique. Les nuits se passent relativement bien ces temps-ci, là. Ça fait 2 nuits, c'est un peu plus difficile, mais en général, ça va bien. Super. Alex, qui est nouveau parent, donc, puis que ça fait partie justement des sujets qu'on aura l'occasion de discuter. Alex, en tant que parent, comment tu te sens actuellement en tant que nouveau papa avec ce qui se passe actuellement dans le monde? Puis je veux une question quand même honnête, mais hein, on veut pas faire virer tout le monde fou non plus. Ben, moi, honnêtement, je trouve ça particulièrement anxiogène, là. Moi, ma conjointe était enceinte pendant la COVID, en fait, ce qui était déjà une situation anxiogène. Le fait qu'on puisse pas faire vacciner notre enfant encore contre la COVID, que ça a certaines implications qui peuvent être assez graves à long terme, c'est déjà anxiogène. Mais si vous voulez savoir, en termes d'anxiété internationale, qu'est-ce qui bat les 2 ans de COVID qu'on vient de vivre, plus un nouveau-né dans ces milieux-là, c'est littéralement la situation actuelle en Russie. C'est On est sur le bord d'une falaise qui prend, ça prendrait pas grand-chose dans le fond pour pouvoir tomber dans le gouffre, là. OK. Fait qu'on aura l'occasion d'en discuter aujourd'hui de cette situation-là. Premièrement, on veut faire un topo de la situation. On voit dans les médias, on en discute, il y a des gens qui sont d'un côté comme de l'autre. Nous, les Occidentaux, puis même la plupart des pays européens, sont principalement du côté de l'Ukraine. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui est arrivé pour que du jour au lendemain, mais on sait tous que ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, là, c'est une série d'événements qui a dû se découler sur plusieurs années, mais du jour au lendemain, qu'est-ce qui est arrivé pour que on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui avec l'Ukraine et la Russie? En fait, c'est justement ça, je pourrais pas te répondre à ta question parce qu'il y a pas de jour au lendemain dans cette situation-là. C'est une installation d'un climat puis d'une situation qui a duré plusieurs mois en réalité, là. J'oserais dire plusieurs années, mais tu sais, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que ça a commencé à s'instaurer. Cette situation-là s'est initiée en fait avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement en Ukraine, un gouvernement qui n'était pas pro-russe. Puis finalement, l'ancien gouvernement qui était pro-russe, qui était extrêmement corrompu, a été mis dehors de la Russie à grands coups de pied dans le derrière. D'ailleurs, l'ancien président est allé OK. se cacher en Russie à ce moment-là, tout simplement parce qu'il avait peur des représailles populaires par rapport à la corruption qui est établi dans le pays dans les années qui ont précédé son départ, finalement. Une fois que lui est parti, ça a été remplacé par il a été remplacé par le président actuel de l'Ukraine, qui est un président qui est dit pro-européen, pro-Europe. Pourquoi? Parce qu'il voulait intégrer l'Union européenne, parce qu'il voulait mettre fin à la corruption, puis il était surtout pas pro-russe. Il était pas pro le gouvernement russe, il était pas tout à fait d'accord non plus à laisser passer les pipelines de pétrole de Russie à l'Ukraine, parce que la Russie, ce qui est important de savoir là-dedans, c'est la seule chose qui est importante à savoir en fait en termes de pétrole, c'est que la Russie, c'est le principal fournisseur de pétrole de l'Europe. Puis OK. l'Europe n'a pas beaucoup d'hydroélectricité, produisent pas vraiment autre chose que de l'électricité. Oui, ils ont des éoliennes, oui, ils ont de l'électricité solaire, mais c'est pas la majorité de leur électricité qui est produite comme ça. C'est le mazout, L'essentiel là. de l'électricité européenne, si on exclut la France, c'est des centrales au gaz puis des centrales au pétrole encore aujourd'hui. D'accord. Donc à ce moment-là, c'est essentiellement ces centrales-là que Gazprom, qui est la principale compagnie de pétrole russe, fournit finalement. Fait que D'accord. quand on dit arrêter de vendre du pétrole de la Russie en Europe, ça veut dire couper l'électricité à l'essentiel de l'Europe, là. OK, fait que Ça, là, c'est du jour au lendemain, si on décide de dire, nous, on met des sanctions, parce que présentement, on a, ben là, les gens tantôt me disaient McDonald's s'est retiré de la Russie, mais c'est pas juste ça. J'ai vu BP qui s'est retiré, j'ai vu Shell qui s'est retiré également de la Russie. C'est énormément de compagnies pétrolières qui se retirent de la Russie du jour au lendemain et qui va avoir un effet directement sur la plupart des pays, comme ben, des pays de l'Europe, là, entre autres, qui les ont comme principaux fournisseurs, là. Ouais,
Effectivement, les mesures de sanction, moi, si vous me le permettez, là, je veux dire, je sais pas si c'est parce que le chat trouve ça annoying, mais je finirais de répondre à ta première question, puis j'en reviendrai aux mesures Pas de ensuite, problème. Vas-y, vas-y, vas-y. ouais, aux mesures, dans le fond, qui ont été évoquées, puis aux sanctions économiques. En Vas-y. réalité, suite à l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel d'Ukraine, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit, ben nous, on va commencer à charger des taxes sur le pétrole qui passe par notre territoire. Ce avec quoi Poutine était plus ou moins d'accord à ce moment-là. Puis bref, pour régler le problème, Poutine a tout simplement été voir des communautés qui sont russophones en Ukraine, là, des communautés qui parlent russe finalement, qui ont une culture qui est plutôt russe, qui sont plutôt favorables à Poutine. Ils sont minorités en Ukraine, mais n'empêche qu'ils sont là quand même. Ces gens-là sont essentiellement en Crimée, puis dans d'autres régions comme ça de l'Ukraine. Ce qui est arrivé, c'est que Poutine a organisé des élections, ou si on peut dire ça avec des guillemets, dans ces provinces-là, pour qu'ils fassent sécession. Puis, ultimement, il y a des soldats qui se sont mis à appuyer les groupes révolutionnaires, les groupes sécessionnaires de l'Ukraine pour finalement annexer les territoires qui se sont séparés de l'Ukraine à la Russie. Il y OK. a eu à l'époque des discussions, puis tu sais, je dis à l'époque, là, mais ça fait quoi, 2 ou 3 ans de ça. La date exacte, j'ai un blanc malheureusement ce matin, là. Mais bref, à ce moment-là, il y avait eu des discussions sur des sanctions économiques, il y avait eu des discussions sur des sanctions envers la Russie, puis sur les mesures qui ont été prises par la Russie pour annexer ces territoires-là à la Nouvelle-Russie. Le Mais référendum? Spoffy, elle nous dit le référendum. ouais, c'est un référendum. C'est un référendum qu'il y avait eu à ce moment-là en Crimée, puis qu'il y avait eu dans d'autres régions de l'Ukraine, là. OK. Mais tu sais, c'est toujours dur de qualifier la validité d'un référendum, là, même en tant que politologue. Là, en fait, il n'y a pas un politologue qui se respecte qui va vous dire vraiment qu'un référendum est truqué ou non. Là. OK. C'est trop glissant comme question. Puis Parfait. en fait, là, une chose qui est importante là-dedans, c'est que l'armée a envahi à ce moment-là le territoire ukrainien. Puis il n'y a personne qui a rien dit ultimement. On a chialé, on a fait des sorties dans les médias, on a dit qu'il y aurait des sanctions économiques, mais il n'y en a jamais eu pour vrai. Fait qu'on en réalité, à ce moment-là, la Russie a envahi une partie de l'Ukraine de façon un petit peu impunie. Pour se protéger de ça, le gouvernement ukrainien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, moi, j'aimerais adhérer à l'OTAN. L'OTAN, Maintenant, défini. l'OTAN, qu'est-ce que c'est? L'OTAN, c'est un groupe de pays européens qui, à la base, a été créé par les États-Unis, qui est le principal membre de l'OTAN, celui qui fournit le plus de budget, celui qui fournit le plus de matériel, celui qui fournit le plus de soldats, c'est les États-Unis. Mais l'OTAN, ça a été créé à la base par les États-Unis pour protéger l'Allemagne d'une invasion soviétique, d'un bris du mur de Berlin dans les années 50, pour contrebalancer ça. Fait qu'ils ont allié la France, qui est la troisième puissance militaire internationale, l'Angleterre, la plupart des pays d'Europe et surtout les États-Unis, puis l'Allemagne, pour bloquer l'Union soviétique d'une éventuelle invasion qui pourrait se préparer à travers la guerre froide. Parfait. En réponse à ça, l'Union soviétique, à l'époque, elle avait fait le pacte de Varsovie, qui est exactement la même chose que l'OTAN, mais avec des pays finalement qui sont soviétiques ou des républiques socialistes finalement autour de l'Europe. Fait que l'OTAN, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un pacte militaire qui sert essentiellement à menacer l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique est tombée, à l'époque, Gorbatchev avait demandé une dissolution de l'OTAN, ce qui avait été refusé par les États-Unis. Puis ça avait été refusé, mais en fait, ça avait été refusé, mais c'est pas complet en réalité. Les États-Unis avaient accepté de ne jamais intégrer des ex-pays du pacte de Varsovie dans l'OTAN. Ça aurait créé à ce moment-là une zone tampon entre la Russie et le reste de l'Europe. Puis l'OTAN aurait pu rester un outil international sans être une menace à la Russie à ce moment-là. OK. Puis ça, si j'avais une comparaison à faire, garder l'OTAN dans le contexte, ce serait un petit peu comme si j'arrivais chez vous avec un gun, que je te le mettais sur la tempe, puis que je te disais, ben, c'est pratique que je sois là, je fais la cuisine. OK! Parce que Non, mais tu sais, ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Tu sais, il y a une certaine violence sociale et politique là-dedans qui est absolument importante, là. c'est exactement ça. Puis tu sais, l'OTAN reste un outil international. La plupart des crises humanitaires là, violentes là, qui ont besoin un réel maintien de la paix vont être réglées par l'OTAN. Puis c'est les forces de l'OTAN qui vont être envoyées là. Raison pour laquelle on a instrumentaliser l'OTAN autrement que pour uniquement menacer l'Union soviétique. Mais
En réalité, la volonté d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est de ramener exactement l'OTAN au point où elle l'était pendant la guerre froide. C'est de menacer l'Union soviétique. Parce que le point numéro un du pacte de l'OTAN, c'est une agression contre un est une agression contre tous. Ça fait en sorte que du OK. moment qu'un pays qui est membre de l'OTAN est agressé militairement, tous les autres membres du pacte de l'OTAN doivent entrer en guerre au même moment contre cet ennemi-là. C'est même pas une suggestion, c'est pas ah, peut-être qu'on va s'associer à vous. Non, non, c'est tu le dois. C'est écrit dans la Doit. convention, tu as C'est signé le exactement ça. chèque, engage-toi. C'est exactement ça. Fait qu'à ce moment-là, si l'Ukraine avait adhéré à l'OTAN, il y aurait une agression russe sur le territoire ukrainien, puis tout de suite, tous les pays du pacte de l'OTAN auraient entré en guerre avec la Russie. Ça veut dire le Canada, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la plupart des pays d'Europe, la Grèce, beaucoup de pays, bref, là-dedans. Puis de l'autre côté, en réalité, la Russie n'a plus cette sécurité-là d'avoir le pacte de Varsovie de son côté avec elle pour avoir des alliés qui vont se défendre avec elle. OK, fait que le pacte Donc, De Varsovie n'existe plus. Là, j'ai une non, question pertinente dans le chat qui, je crois, que pourrait s'intégrer à ce que tu viens de dire. Justement, on en a discuté dernièrement. Tu parles, le pacte de Varsovie n'existe plus. Présentement, on a la Chine qui n'a pas encore choisi de quel côté elle allait se mettre dans cette guerre-là. Si guerre il y aurait avec tous les groupes de l'OTAN, là. bref, la question de la Chine, elle est très délicate. La Chine ne fait pas partie de l'OTAN. Puis justement, hier, tu me rappelais qu'on avait parlé de Taïwan la dernière fois que Oui, je suis venu dans ton podcast. La question de Taïwan n'est pas encore réglée, là. Puis la Chine veut encore envahir Taïwan. Puis si jamais ça se passe, bref, on va faire une aparté là, parce que on reviendra sur la première question ensuite parce que on n'a pas encore fini de régler la question sur pourquoi Poutine a envahi l'Ukraine maintenant, là. oh, c'est Mais fou, hein? bref, mais bref, la position de la Chine là-dedans reste chambranlante parce que elle aimerait bien envahir Taïwan puis avoir un contrôle total sur cette île-là, sur ce sous-pays-là, en quelque sorte. Ouais, qui est un Parce que sous-pays. c'est indépendant, mais c'est quand même un dominion chinois en théorie, puis c'est la Chine qui est supposée avoir le contrôle sur Taïwan. Sauf qu'à Comme le cause de la guerre de Québec, hein. l'opium, il y a une certaine Comme indépendance le Québec actuellement. du Canada, Taïwan, c'est le Québec de la Chine, là. Si Si je on comprends veut. ça. Si on veut, c'est un petit peu, ça se compare, si on veut. D'accord. Mais bref, la Chine aimerait ça récupérer le contrôle là-dessus, puis une des seules façons qu'il y aurait de récupérer le contrôle, mais c'est de débarquer l'armée à Taïwan. Puis bref, il y a bien du monde, on dit, nous autres, quand je dis bien du monde, c'est les États-Unis, l'Angleterre, la France, sont comme tout dit, nous autres, on n'est pas tant chaud avec le fait que t'envahisses Taïwan. Fait que depuis ce temps-là, la Chine utilise des pressions diplomatiques, des choses comme ça, pour justement balancer les choses, puis essayer de prendre le contrôle de plus en plus sur Taïwan, sans nécessairement faire un débarquement militaire. Mais là, la position de Poutine, qui actuellement vient faire exactement ça, c'est-à-dire reprendre le contrôle d'un ancien territoire par la force, si ça se passe bien, puis il y a pas trop de réactions internationales, ben la Chine pourrait se dire de son côté, ben sais-tu, j'ai le goût de faire la même affaire, moi, puis j'ai le goût d'aller reprendre Taïwan, moi aussi. Puis à ce moment-là, on se retrouverait avec la Chine puis la Russie de leur côté, qui font une sorte d'alliance malgré eux, là, un petit peu comme le Japon avait fait avec l'Allemagne en 1945, là. OK, c'est comme, on n'a pas Mais le choix, mais on a tous les deux des avantages là-dedans, fait qu'aussi bien le faire en même temps, question que la merde soit bien poignée, là. Tu sais, mettons. c'est exactement ça. Puis en plus de ça, ben, c'est que la Chine, c'est pas mal la plus grande armée du monde en termes de personnel, puis en termes de capacité ben, capacité d'hébergement, ça se débat. Mais en termes de personnel militaire, c'est la plus grande armée du monde. On parle de Fait que ça, on combien pour le met la fun? deuxième puissance technologique internationale, la première puissance nucléaire avec la plus grande armée du monde en termes de population. On commence à avoir quelque chose qui contrebalance les forces de l'OTAN, là. OK, Puis fait que on juste commence. à elle toute seule, la Chine, c'est comme plus gros que toutes nous autres, là. La Chine, en termes de personnel militaire, c'est plus gros que toutes les armées de l'OTAN. Ouch. C'est ça. C'est juste que la Chine ont pas un niveau technologique suffisamment. Ont pas le même niveau technologique, disons, militaire que les grandes puissances européennes, là. Sauf que la Russie les a, elle. Fait que la Russie serait capable de produire pour la Chine, puis la Chine elle a une capacité de production qui est démesurée. Fait que s'ils décidaient de se mettre à produire des armes russes, ben à ce moment-là, ils seraient capables d'équiper leur armée avec des armes qui sont Hmm. équivalente aux armées occidentales. Puis là, on se retrouverait avec la Chine puis la Russie d'un côté, puis les pays de l'OTAN, les pays occidentaux de l'autre. Puis ce serait, selon moi, une guerre qui serait
jouable pour les 2 là. Les 2 seraient capables de sortir vainqueurs de ce conflit-là à ce moment-là. OK, fait que ça serait vraiment un pile ou face à ce moment-là. On parle de stratégie. Là, on est rendu dans la stratégie militaire. On est rendu loin de notre topo de pourquoi Poutine a envahi, mais quand même, cet aparté-là, je trouvais ça intéressant de le mentionner. On y C'est ça. reviendra. Mais Mais à notre question principale, oui, qui était pourquoi la guerre maintenant, en pourquoi Ukraine? pourquoi maintenant, en fait? C'est que maintenant, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a été refusée. Puis, le Elle a été président, refusée. OK. elle a été refusée. Le président de l'Ukraine a décidé de faire du PR international, finalement, d'aller en Europe, de faire de la visibilité pour essayer d'obtenir cette adhésion-là à l'OTAN. Puis Poutine, quand il a vu que l'adhésion a été refusée à l'OTAN, il a envoyé un message à tous les gouvernements du monde pour dire, moi, si l'Ukraine continue à jouer comme ça, si l'OTAN accepte l'Ukraine dans ses rangs, ça va permettre aux États-Unis d'installer des missiles nucléaires à portée de Moscou. Ça va littéralement me remettre un fusil sur la tempe, puis ça va ramener l'OTAN au niveau de menace de la Russie, finalement, qui était lors de sa création. Puis je suis pas d'accord avec ça. Fait que c'est pas compliqué. Si l'Ukraine continue à faire des pressions pour rejoindre l'OTAN, moi je vais envahir l'OTAN. Ça va être quoi votre move par rapport à ça? Puis ça, la Russie l'avait fait avant les Jeux Olympiques, là. Elle avait fait cette Ouais. menace-là, puis elle avait fait ces déclarations-là avant les Jeux Olympiques. Il a maintenu un climat tout paix relatif pendant les Jeux Olympiques. Puis suite à ça, comme personne n'a vraiment répondu, personne n'a vraiment fait de sanctions à la Russie, ben il a dit go, j'y vais. Puis c'est là, du jour au lendemain, qu'est venue l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Il faut se dire une chose qui est vraiment importante, là. L'Ukraine, c'est pas un pays qui est extrêmement avancé non plus en termes de technologie, là. C'est pas je déteste ce terme-là, là. C'est pas un pays sous-développé, mais c'est un pays qu'on va dire vulnérable, là. Autant sur le point de vue humain que sur le point de vue militaire. À ce moment-là, la Russie, ce qu'elle s'est dit, c'est que ça va être une marche de santé se rendre à Kiev, là, C'est parce ça, que ça ça va être reste la, facile. la première puissance nucléaire, c'est la Russie. Puis la deuxième puissance militaire internationale, c'est la Russie. Fait que c'est la Russie qui va se battre contre un pays vulnérable. Ils se sont dit, ça va être facile, on va les empêcher d'adhérer à l'OTAN, on va réinstaurer un gouvernement qui est pro-russe en Ukraine, un petit peu comme il y a en Biélorussie actuellement. Puis ça va nous protéger, nous, d'avoir un pays de l'OTAN directement aux portes de Moscou. Fait que c'est la raison pour laquelle Poutine a fait ça. Maintenant, moi, je me suis assassiné cette semaine avec la cousine Aspofi sur est-ce que ça, c'est justifié, ça justifie le move à Poutine. La vérité, c'est qu'il n'y a rien qui justifie des atrocités humaines comme la guerre. Sauf que quand on tombe dans un pays comme la Russie, puis qu'on prend quelqu'un comme Poutine, qui a essentiellement eu son éducation militaire dans le KGB, ben, la valeur de la vie humaine n'est pas la même. Fait que tu t'en fous un peu plus des Ouais, gens c'est qui ça, hein. souffrent, puis tu es prêt à sacrifier plus de gens pour ta cause au final. Fait que c'est ça qui explique le move de Poutine, puis la raison pour laquelle Poutine a envahi l'Ukraine. Fait que Ensuite, présentement, au niveau éthique, c'est sûr que quand tu as été longtemps désensibilisé, quand tes actions étaient vraiment principalement axées sur la guerre, la prise de possession, dans un but de valeur, d'intérêt, ben, pas personnel, c'est des intérêts nationaux dans ce cas-là que Poutine défend d'une certaine façon. Parce qu'un peu comme tu l'as comparé tantôt, c'est sûr que si tu as tout le temps un gun sur la table qui te dit hey, écoute, reste gentil, je fais la cuisine, ben, tu sais, c'est comme. C'est à un moment donné, je vais faire une petite comparaison en tant que femme, c'est normal que tu pètes une coche, tu sais. Ça l'excuse pas la façon que c'est fait, mais ça peut expliquer le pourquoi à un moment donné, t'en viens à dire je flippe une table et je reprends possession de mon territoire, de ma liberté d'une certaine façon. Là. c'est exactement ça. OK. Question par rapport à ça, justement. On fait une comparaison. Là, plusieurs médias présentement parlent de possible troisième guerre mondiale. Plusieurs font déjà une comparaison avec la deuxième guerre mondiale puis l'invasion allemande qui avait été faite par Hitler. Plusieurs comparent déjà, et là, là, ce matin, je lisais dans ma revue de presse que il s'agirait plutôt de fausses informations dans la comparaison avec Hitler. Donc, je me dis, est-ce que c'est de la fausse information de ton côté, toi, avec les études que tu as faites, avec les revues que tu as faites de presse? Est-ce que cette fameuse Troisième Guerre mondiale-là, qui semblerait approche, ou du moins c'est de la spéculation, c'est un climat anxiogène, c'est quoi? Je sais qu'il y a plusieurs questions.
Ben, il y a un réel potentiel de troisième guerre mondiale ici. Il y a une comparaison qui se fait avec la deuxième guerre mondiale, mais disons que c'est une comparaison qui est plus le fun à observer. C'est plus une funny observation que un réel cas parce que, ultimement, on peut pas prendre la Deuxième Guerre mondiale puis l'appliquer à la situation actuelle parce qu'il y a trop de choses qui vont varier là-dedans. Sauf que, tu sais, Hitler, d'entrer en guerre, puis avant de déclarer, avant qu'il y ait une Deuxième Guerre mondiale de déclarer, avait envahi une partie de territoire en Tchécoslovaquie qui s'appelle les Sudètes, qui était une partie du territoire finalement qui était allemande, qui parlait allemand, puis Hitler avait tout simplement dit, suite à la Première Guerre mondiale, nous, on s'est sentis comme des perdants, on s'est sentis humiliés à la sortie de la Première Guerre mondiale, on est capable de redevenir une force à l'intérieur du monde, on va récupérer des territoires qui autrefois nous appartenaient, entre autres ceux qui sont en Tchécoslovaquie. Il a dit au monde, littéralement, je vais envahir la Tchécoslovaquie. En fait, il a dit, je vais envahir les Sudètes pour aller récupérer les zones allemandes pour les annexer à l'Allemagne. Le reste du monde, c'est là que d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu en histoire, le Neville Chamberlain est intervenu à Londres avec un pacte qui avait dit j'ai signé la paix pour un temps. Ben, le monde a littéralement autorisé Hitler à envahir les Sudètes à ce moment-là. Puis quand Hitler a eu envahi les Sudètes avec sa puissance militaire, il a décidé d'envahir la Tchécoslovaquie au complet. Un petit peu au même titre que Poutine a envahi la Crimée il y a quelques années, puis que là, il décide finalement de prendre l'Ukraine au complet. Sur le même point encore, si jamais on veut faire d'autres comparaisons avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on aurait une alliance Chine-Russie qui est un peu malgré eux, comme il y a eu une alliance entre l'Allemagne et le Japon, quand en réalité, ils ne voulaient pas vraiment de cette alliance-là, sauf que ça a donné qu'ils se battaient contre le même ennemi, fait que tant qu'à ça, ils se sont alliés, tu sais. Fait que, il y a cette alliance-là, il y a ces comparaisons-là qu'on peut faire qui sont intéressantes. La différence qu'il y a par contre ici, c'est que actuellement, les deux ennemis ont la capacité de détruire le monde plusieurs dizaines de fois. Puis Ouais, le avec les monde, on peut forces pas le détruire nucléaires. plus qu'une fois. Fait qu'un un conflit nucléaire ou une troisième guerre mondiale aurait des conséquences beaucoup plus graves que ce que les conflits passés ont pu avoir. Raison pour laquelle tout ce qu'on peut faire pour ne pas aller en guerre, il faut le faire. Mais actuellement, d'ailleurs, j'ai vu une question dans le chat tantôt, là, je me souviens plus c'est qui l'a posé, mais qui a demandé pourquoi est-ce que Kiev est si dur à prendre que Oui, ça. oui, pourquoi est-ce que Kiev est si dur à prendre? Oui, ça avait été posé plus tôt, oui. Puis je vais revenir justement sur cette question-là maintenant, qui était parce que l'OTAN, en fait, est pas inactive dans ce conflit-là. L'OTAN fournit essentiellement des armes, puis fournit finalement des tactiques militaires à l'Ukraine pour leur permettre, eux, de se défendre. Ultimement, les Ukrainiens qui n'avaient pas vraiment d'armée, puis qui n'avaient pas vraiment d'armes technologiques, se font fournir aujourd'hui des armes à la fine pointe de la technologie pour détruire les chars, pour détruire les avions, pour détruire l'armée russe actuellement. Puis c'est toutes des armes qui viennent essentiellement des pays membres de l'OTAN. Fait que sans s'impliquer directement, l'OTAN a quand même une implication qui va permettre à l'Ukraine de maintenir, d'avoir une certaine balance du pouvoir, une certaine balance en termes d'invasion militaire, si on veut. Ok. Fait que la raison pour laquelle ça pourrait glisser en Troisième Guerre mondiale, c'est comme année, Poutine va peut-être se tanner. Parce qu'à quelque part, là, c'est comme si toi, tu décidais d'aller te battre contre quelqu'un dans la rue, puis que l'OTAN est en arrière, toi, tu décides d'aller te battre. C'est sûr que tu arrives en avant de ton ennemi avec un bâton de baseball, puis lui, il est point nu. Mais en arrière, il y a un ennemi qui donne un couteau, puis du moins qu'il perd le couteau, il donne un bat de baseball. Du moins qu'il perd le bat de baseball, il T'as un donne un autre bat feeder, de là. baseball. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça aussi, Poutine, il peut se tanner de ça, puis dire yo, moi, je suis pas d'accord avec ça, fait que je rentre en guerre contre vous. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui est arrivé parce que l'OTAN a proposé de faire une zone d'exclusion aérienne. Une zone d'exclusion aérienne, en réalité, c'est de prendre les avions de l'OTAN, pilotés par n'importe qui des pays membres de l'OTAN, puis de dire ben, il n'y a plus personne qui a le droit de faire voler un avion au-dessus de l'Ukraine. Fait qu'il n'y a plus personne qui a le droit de faire voler un avion au-dessus de l'Ukraine, ça veut dire que du moment que les Russes vont envoyer un MiG voler au-dessus de l'Ukraine pour faire des bombardements, ben, de l'autre côté, il va y avoir un avion de l'OTAN qui va décoller pour aller tirer cet avion-là. Fait que ce que Poutine a dit, c'est que c'est pas compliqué si vous faites une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Moi, je considère ça comme une déclaration de guerre, puis je vais déclarer la guerre au pays qui a décidé d'abattre mes avions.
Fait que si l'Allemagne envoie des F-20, des F-35 abattre les MiG russes, on entre tout de suite en Troisième Guerre mondiale parce que l'Allemagne, elle est membre de l'OTAN. Fait que si la Russie décide de tirer un avion allemand, c'est une déclaration de guerre à l'OTAN. Ça pourrait glisser très facilement en Troisième Guerre mondiale comme ça. Je trouve ça fascinant parce que, tu sais, depuis tantôt, je t'entends parler, j'entends, tu sais, là, on voit un petit peu plus du point de vue de la Russie, qu'est-ce qui se passe. Nous, on comprend qu'est-ce qui se passe du côté de l'OTAN. J'ai tellement l'impression qu'il y a une guerre de pouvoir à travers de ça parce que je me dis à m'amener, pourquoi est-ce qu'on en vient? C'est là que la diplomatie doit absolument rentrer en jeu parce que autrement, c'est une guerre de tête forte, c'est une guerre d'orgueil, là, rendu là. Une guerre d'orgueil, écoute, au point où ce que c'en est, c'est rendu, ça fait tellement longtemps que, ben ça fait tellement longtemps, je veux dire, ça fait longtemps là, que la Russie essaie d'envahir l'Ukraine. Là. Ça fait déjà plusieurs semaines, puis c'est, moi je disais ça justement à un de mes collègues, ça commence à sentir l'humiliation russe. Là. Fait, ça c'est dangereux sur plusieurs points parce que, ok, fine, peut-être qu'il peut y avoir une négociation de paix qui va aboutir à travers ça. L'affaire c'est que la Russie a quand même les moyens de détruire l'Ukraine s'ils veulent. Si eux autres, ce qu'ils veulent, c'est justement sortir avec les gros bras puis se dire ma bite est plus grosse que la tienne, ils peuvent sortir l'arsenal nucléaire. Ça l'a d'ailleurs été évoqué au moment où on se parle. Que, Fait que, est-ce que ça peut dégénérer encore comme ça en guerre d'orgueil? Ben, ça se peut que ça dégénère en guerre d'orgueil. Puis justement, un des défis actuels, ça va être de ne pas se rendre jusque-là, de ne pas se rendre à une guerre d'orgueil, de trouver un terrain d'entente qui satisfait tout le monde avant qu'il y ait des atrocités qui soient commises. Parce que je ne pense pas que la communauté internationale et je ne pense pas que l'OTAN puisse rester de marbre en avant de l'utilisation d'une arme nucléaire. Je pense j'espère ça. bien, j'espère. Hein? Mais tu sais, j'espère, faut relativiser les choses parce que rester de marbre en avant de ça, ça veut dire ne pas réagir par rapport à ça, ça veut aussi dire un entrée en guerre, puis un entrée en guerre internationale. Là. Ce qui est pas mieux, là, ce qui est pas une situation qui est mieux. Là. Euh, Fait, Moi, par rapport à ça, justement, là, tu dis, c'est sûr que, advenant le cas où là, Kiev est très difficile à prendre, etc. D'ailleurs, hier, puis je fais un aparté là-dessus, je trouve ça quand même intéressant. Je faisais ma revue de presse, puis hier, l'UNESCO sort vraiment un programme en lien avec les droits internationaux, sort le fameux bouclier bleu, demande à ce que la plupart des monuments culturels, des signes distinctifs de l'Ukraine soient protégés puis éviter justement. Je vais d'ailleurs montrer un diaporama pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle. À Kiev, un peu partout, on parle d'ailleurs de la cathédrale de Sainte-Sophie, on va parler de certains monuments grecs qui sont en lien avec par exemple, les anciennes civilisations, là, c'est peut-être plus justement Elle Frank dans le chat qui pourra nous parler de cette situation-là parce que c'est plus sa spécialité. Justement, on parle de Rome, entre autres, on parle de forêt, on parle de monuments historiques de type église, etc. Bref, l'UNESCO tente absolument de protéger ces sites-là contre les bombardements, mais advenant le cas d'un bombardement nucléaire, comment le bouclier bleu de la Convention de La Haye de 1954, si je ne me trompe pas, tu sais, tu parlais de droit international hier lorsqu'on faisait une discussion ensemble. Tu dis même le droit international ici aurait même pas d'impact en cas où, justement, la guerre d'orgueil éclate. Là. ben, c'est que ça, en fait, c'est exactement ce que je t'expliquais hier. Ça, c'est des relations internationales de base. Ça vaut la peine d'en parler un petit peu, mais je m'étendrai pas pendant une heure là-dessus. Mais les relations internationales, là, c'est comme ma relation entre toi et moi, OK? Si jamais je décide de prendre une gageure avec toi, genre, je te gage que cette semaine, je suis capable de ne pas prendre mon auto, je te gage 20 pièces que je suis capable de ne pas prendre mon auto. Puis la première affaire que je fais après le podcast, c'est d'aller m'asseoir dans mon char pour aller te voir à Saint-Jean. T'sais. Mettons, je fais ça, je vais arriver chez vous, tu vas me dire, ben Alex, tu me dois 20 pièces. Puis là, moi, je suis totalement libre de te le donner ou de pas te le donner, ce 20 pièces là. Si Mhm. je te le donne pas, la seule conséquence que ça a, ultimement, c'est que toi, tu vas me dire, genre, ben, on avait une entente, tu respectes pas cette entente-là. Mais il y a personne qui va venir, même si tu appelles la police, là, personne qui va venir me forcer à te le donner le 20$. Le droit C'est la même. international, c'est ça. Là. C'est ça. Le droit international, c'est à peu près ça. C'est tout le monde le fait, mais le fait de bonne foi. Fait qu'après ça, si la Russie décide de ne pas respecter ses ententes internationales, il n'y a rien qui l'empêche de le faire ou qui l'empêche de ne pas le faire. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que vient l'intérêt de
d'essayer de trouver des terrains d'entente. Parce qu'ultimement, en droit international, la seule chose qui te contraint à appliquer ce que tu as signé comme entente, c'est ta bonne volonté. Si on arrête, puis la principale conséquence que tu peux subir du non-respect d'un traité international, c'est la perte de confiance des autres. Mais si les autres ne te font déjà plus confiance pour traiter avec toi dans un contexte de guerre, ben, ça te donne quoi de respecter les traités que tu as déjà signés? Anyway, tu perdras pas la confiance des autres. Tu l'as déjà pas. Ah, c'est ça. Fait que- Fait que là, présentement, ce qui arrive, c'est que, bon, peut-être RIP la cathédrale de Sainte-Sophie, peut-être RIP les monuments historiques jadis naguère, on va dire comme El Frank est en train de le dire. Dans la Deuxième Guerre mondiale, les US avaient fait sauter plusieurs bâtiments allemands à Dresden, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui avaient été bombardés par les États-Unis alors que la guerre venait juste de se terminer. C'est comme, hein, à la toute fin. Donc on va espérer que une situation comme ça n'arrive pas parce que c'est quand même, outre les dommages collatéraux, tout ce qui a lien à l'histoire, tout ce qui est en lien avec les monuments historiques, le patrimoine culturel, ça a une certaine importance au niveau non seulement archéologique, historique, ça a une importance même au niveau économique. Dresden, ok, on me dit Dresden. Merci Alfred pour la correction, c'était apprécié. Donc, c'est sûr que ça va avoir des impacts, puis je ne sais pas jusqu'à quel point l'Ukraine, je ne sais pas comment ça fonctionne, l'UNESCO, advenant le cas de la destruction de bâtiments, s'il y a des fonds, mais je sais que par rapport aux recherches archéologiques, les fonds manquent grandement dans la restauration. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner. Comme on dit, hein, c'est comme un logo qu'on va apposer sur une pinte de lait disant lait d'ici. Ça ne veut rien dire, c'est juste un logo qu'on met sur une bannière. Après ça, reste à savoir qu'est-ce qui va arriver, si ça va avoir un impact dans la protection de ces monuments-là qu'on ne peut malheureusement pas déplacer comme on peut le faire avec les humains. c'est- L'idée, en fait, c'est que c'est mieux de l'avoir que de pas l'avoir. On le sait que ces monuments-là sont importants. On essaie de dire à Poutine, garde, c'est important, s'il te plaît, détruis pas ça. Mais à quelque part, Poutine est libre de déterminer si ça y tente ou pas ensuite, là, parce que c'est lui qui a le bâton, là. Ouais, non, c'est ça, actuellement, c'est lui qui a le bâton. D'ailleurs, on parle de dictature, certains parlent de dictature. Tu m'expliquais, attends un petit peu, c'est pas tant une dictature, contrairement à ce qu'on parle, parce que justement, avec la comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale, puis avec Hitler, on parlait que c'était un dictateur. Donc, est-ce que Poutine agit plus comme un dictateur présentement, surtout semble avoir bloqué les formes de divulgation, donc les fausses informations qui sont des vraies informations, qui n'ont pas le droit d'être véhiculées partout en Russie présentement, puis même que les attachés de presse de l'Europe, des attachés de presse des Américains, des Canadiens qui sont partis là-bas pour aller justement faire de l'information sur place, n'ont plus le droit de divulguer les informations qui se passent actuellement. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en gros, avec tout ça? Là? Et moi, ça, là, c'est ma résolution disons 2019 à 2022, d'arrêter d'utiliser le mot dictature. Je vais être honnête avec toi, c'est dur de qualifier qu'est-ce qui est une dictature de qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, je me rappelle qu'à l'université, justement, on faisait des concours de quel système politique est le meilleur. Puis, entre autres, ça nous est arrivé souvent de comparer le système russe au système canadien. Puis, honnêtement, sur le papier, le système canadien est beaucoup plus proche d'une dictature que celui des Russes. Puis, justement, quand quelqu'un disait qu'il était bon pour déterminer qu'est-ce qui était une dictature de qu'est-ce qui était une démocratie, on lui dit ah ouais, la Russie c'est une dictature ou une démocratie. Puis là, la personne se met tout de suite à bégayer. C'est dur à dire parce qu'on peut pas officiellement dire que la Russie est une dictature. Tu sais, officiellement, le Canada est une dictature tout simplement parce que c'est la reine qui a le dernier mot sur tout, puis c'est elle qui décide de tout. Mais ultimement, la reine, elle a un pouvoir qui est juste symbolique au Canada. Fait qu'on peut pas dire que le Canada est une dictature à cause de ça non plus. Puis si on prend la Russie, ben c'est un petit peu le même principe. En réalité, Poutine n'a pas tant de pouvoir que ça. Puis il y a des conseillers qui sont élus démocratiquement. Puis il y a une chambre de discussion qui s'appelle la Douma. Ça veut dire maison là, en russe, là, mais bref, ça c'est la même chose que le Parlement canadien où il y a des élus, des élus de toutes les Le chat est provinces en train de russes. Il y a virer fou. différentes sortes de provinces en Russie, mais bref, eux autres viennent tous s'asseoir dans cette chambre-là, puis ils viennent discuter de c'est quoi l'avenir de la Russie, puis comment qu'on devrait développer nos programmes politiques. Puis bref, Poutine respecte plutôt bien ça, généralement aussi. Puis après ça, on va dire que. Puis après ça, Poutine respecte toujours sa constitution aussi. Il y a des choses qui sont louches dans le système russe. Du genre, Poutine remporte ses élections avec un taux de participation
particulièrement élevé pour une démocratie. Les dernières élections qu'il a gagnées, il y a eu 98% de participation en Russie. Ça veut dire que soit les gens sont très, très politisés en Russie, mais dans la plupart des démocraties internationales, on voit pas ça, ces chiffres-là. On peut OK. dire que c'est louche comme démocratie, mais on peut pas dire que c'est une dictature non plus. Maintenant, sur le point du contrôle de l'information, peu importe où on est dans le monde, du contrôle de l'information, il y en a tout le temps. Il y a un certain contrôle qui est essentiellement étatisé. Puis ce qu'on voit en Russie, c'est ça. Ce qu'on voit en Russie, puis ce qu'on voit en Chine, qui est probablement ton point pour déterminer que la Russie est une dictature ou Oui. que la Chine est une dictature, c'est que le contrôle ou la censure, elle est étatisée. C'est que l'État va dire qu'est-ce que tu as le droit de mettre dans les médias, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de mettre dans les médias. Puis ça vient jouer beaucoup sur les politiques qui peuvent être développées, sur la perception du peuple russe des actions du gouvernement russe. Puis ça peut servir à contrôler un petit peu l'opinion populaire puis à jouer sur le niveau de démocratie. Mais tu sais, la démocratie, c'est un continuum de gris. Où d'un côté, tu as la dictature, puis il n'y a aucun pays qui sont là-dedans. Puis de l'autre côté, tu as la parfaite démocratie, puis il n'y a aucun pays qui est là-dedans. Puis il y a Absolument tous pas. les pays qui sont au milieu dans une zone grise. Fait que là, tu as des pays qui sont plus démocratiques que d'autres, mais encore là, c'est dur de déterminer lequel qui est le plus démocratique, lequel qui l'est moins. Parce qu'au Canada, le contrôle de l'information, c'est pas le gouvernement qui le donne. Sauf qu'il y en a un quand même. À travers les films qu'on regarde, à travers la culture qui nous est propagée, on est très influencé par les États-Unis. Puis si vous regardez simplement les films qui sont sortis dans les années 80-90, le méchant, c'était tout le temps soviétique. Pourquoi? Parce Ouais. que essentiellement, la personne contre qui on avait des chances de se battre, ben, c'était des soviétiques. Puis ça, dans le début des années 2000, ça a doucement glissé vers je m'excuse pour discréditer une religion parce que c'est pas eux autres qui sont le problème, mais ça a glissé vers les Arabes, puis essentiellement des Arabes du Moyen-Orient. Parce que c'était essentiellement là qu'on se battait. Fait que c'était normal qu'on assimile nos ennemis Genre à Rambo, des. ça a été vraiment ça, là. Soviet, Ouais. après ça, on a été vers les peuples musulmans, etc. Puis là, on était rendu qu'on se battait avec les rednecks des États-Unis dans le dernier Rambo, hein. C'est exactement ça. Puis regarde, même encore plus récemment, on voit des pays comme l'évasion de la Maison-Blanche, ça a été des Nord-Coréens. Pourquoi? Parce que c'est eux autres qui menacent l'ordre international actuellement. Ça, c'est pas le gouvernement qui dit qu'on devrait mettre ça, sauf que logiquement, si on se place dans le point de vue d'un Nord-Américain, on regarde les principales menaces qui peuvent se produire, ben on veut tout de suite quelque chose de créer quelque chose de réaliste. Fait que se dire nos principales potentiels ennemis, mais ça reste soit des Arabes, soit des Nord-Coréens. Donc, on va mettre ça dans notre film parce que c'est comme ça que les gens vont pouvoir se sentir le plus investis dans notre film. Mais bref, en ne mettant que ça renforce ce biais-là de se dire que nos ennemis, c'est les Arabes ou nos ennemis, c'est les Nord-Coréens. Puis, c'est un certain contrôle de l'information aussi. Même s'il n'est pas étatisé, à quelque part, ça a un biais dans notre façon de percevoir le monde quand même. Fait est-ce que la Russie est une dictature? Bref. Disons que prenons les choses individuellement. La Russie n'est pas une dictature, mais la façon dont elle agit pour établir des élections, c'est louche. La façon dont elle contrôle l'information de manière étatique, c'est pas correct. Puis ça devrait être modifié dans leur façon d'agir, sauf qu'on peut pas dire que ça les qualifie pour être une dictature. Là. À vrai dire, là, une dictature, vous devriez tout simplement arrêter d'utiliser ça parce que il n'y a pas de pays qui sont complètement des dictatures. Puis d'ailleurs, une dictature, c'est pas nécessairement mal. La dictature, c'est le système politique le plus efficace qu'on connaît. Sauf que ça a un potentiel de dérive démesuré comparé à la démocratie qui est complètement inefficace, mais qui en même temps nous protège de la plupart des dérives internationales. T'sais. On Une aura dérive, l'occasion d'en discuter, hein, de ça, parce que c'est ça, je mais trouve ça intéressant de vraiment, là, on pourrait faire un tableau, m'amener de ça, différencier dictature, démocratie, les points pour, les points contre, tu sais, faire une autre séance de vulgarisation politique, je pense que ça pourrait être très intéressant sur ce sujet-là, d'ailleurs. J'en prends note pour le futur. effectivement, ça serait super intéressant de parler de ça, mais il y a plein de sujets qui seraient intéressants de traiter. La politique, c'est intéressant en général. Ben, moi c'est un sujet qui me passionne, c'est pour ça que j'essaie d'en faire. Maintenant, on va recommencer, comme je te disais, une fois par mois à faire ces sujets-là. Je trouve ça très intéressant, justement, de faire de la vulgarisation de ces effets-là. Puis en même temps, moi, ça me permet d'apprendre qu'est-ce qui se passe. Ça nous permet de sortir un petit peu de ce biais-là qu'on entend dans les médias qui, justement, bon, les médias étatisés, comme tu disais, ou les médias qui semblent cibler certaines choses pour juste nous concentrer sur une information, alors que l'information, elle est large, elle est variable. Fait que je crois sincèrement que c'est le fun d'avoir ces conversations-là qui sont très, très respectueuses, très ouvertes, qui permettent d'avoir un topo avec des experts, justement, comme tu l'es là. La guerre en cours, plusieurs pays, bon,
On avait justement une question dans le chat. Il y a quelqu'un qui disait est-ce qu'il y a des pays de l'OTAN qui pourraient décider de se revirer et se joindre à la Russie présentement? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver présentement? L'OTAN, je serais très, 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 très surpris de ça. Parce que, tu sais, l'OTAN, ça reste un groupe qui se tient ensemble, mais ils n'ont pas développé uniquement une alliance militaire avec l'OTAN. Ils ont développé des alliances économiques, ils ont développé des alliances, un paquet d'alliances, tu sais, entre autres l'Union européenne, des choses comme ça. La plupart des pays de l'OTAN sont au sein de l'Union européenne, puis la plupart des pays de l'OTAN ont réduit leur investissement militaire en intégrant l'OTAN, tout simplement parce qu'ils pouvaient se dire, à partir de maintenant, je sais que j'ai le chapeau américain qui me protège si jamais il y a une invasion de quelconque qui se produit dans mon pays. Littéralement, le Danemark a dit ça à un moment donné, ouvertement et publiquement, puis c'est les États-Unis qui a été lui taper ses doigts pour leur dire yo, c'est pas les payeurs de taxes américains qui vont payer la défense du Danemark, vous avez intérêt à investir dans l'OTAN, vous autres aussi. Mais ultimement, les pays de l'OTAN ont presque tout fait ça. Tu sais, honnêtement, le Canada, on a beau se targuer avec nos gros bras et tout le kit, là, mais comme j'expliquais à Cindy hier, si chaque homme, femme et enfant du Canada prenait une arme pour intégrer l'armée canadienne, là, on aurait quand même moins de soldats que les États-Unis. Là. Oh, puis on n'a même Puis pas les les soldats. forces. On a notre, on dire comme la joke que je faisais hier, on a un superbe, magnifique sous-marin qui a été racheté de la Deuxième Guerre mondiale qui ne fonctionne pas. Hein? Donc, on s'est équipé avec un service d'armement qui est absolument exemplaire. Donc, je ne crois pas que notre force militaire soit suffisante pour aller sacrer une volée à n'importe qui. Par contre, on est des gens qui ont le moyen de fournir des hommes et des femmes et des personnes pour aller aider, donc de faire de l'aide humanitaire. C'est principalement le rôle du Canada, aller jusqu'à maintenant dans les différentes guerres. Donc, on est là comme Teddy Bear, hein, si on veut se le dire un petit peu comme ça. Là. Ouais, c'est à peu près ça. Fait que, tu sais, pour en revenir à ta question, est-ce qu'il y a des pays de l'OTAN qui pourraient retourner leur veste et se joindre à la Russie? Il n'y a pas grand monde dans l'OTAN qui a intérêt à faire ça pour vrai, parce que la plupart des pays de l'OTAN sont, sont sous le chapeau de protection américain et français. Là. Parce que dans l'OTAN, là, on a deux grandes puissances militaires, c'est la France et les États-Unis. Puis ensuite, les autres pays, je veux dire, il y en a qui ont plus ou moins d'importance. Entre autres, l'Allemagne a une armée, a un investissement, puis une puissance qui est plus importante que le Danemark, exemple. Là. Mais à part la France et les États-Unis, les autres, c'est négligeable comme force. Là. Même l'Allemagne, on a tendance à se dire que c'est une grande puissance militaire, mais la capacité de mobilisation allemande en 24 heures, c'est 48 personnes. Là. C'est vraiment pas tant que ça. Là. Quand les États-Unis ont les moyens de débarquer 200 000 soldats en 48 heures. Là. Attends un peu. États-Unis, 200 000 personnes en 48 heures, 48 Ouais, personnes pour l'Allemagne en 48 heures. Tantôt, tu disais que ouais. la Chine était la plus grande puissance armée. Pour le fun, 48 heures, la Chine? Je le connais pas pour la Chine. Tu sais, c'est des statistiques qui sont. C'est des statistiques desquelles les pays se vantent au sein de l'OTAN, mais la Chine fait pas partie de l'OTAN. Là. Fait Ah, que donc ce sont des c'est pas. statistiques qui sont... Ouais, OK. Fait que c'est C'est difficile ça, sans d'avoir compter ça. que c'est des informations qui sont sensibles puis qui peuvent jouer un rôle crucial dans un contexte de conflit. Fait que c'est pas nécessairement des choses avec lesquelles les pays sont si ouverts que ça de discuter. C'est comme, c'est quoi les performances d'un Rafale français, même s'il participe dans les... un Rafale, c'est un avion de chasse, là, c'est probablement le meilleur avion de chasse qui existe actuellement. Sauf que même si les Français participent dans plusieurs euh, comment dire, dans plusieurs concours internationaux sur les avions de chasse pour vendre des avions à l'international. Les spécifications de chacun des avions de chasse, on ne les saura jamais parce que, ultimement, les Français veulent se dire si jamais j'ai à me battre contre un autre État, je veux savoir que mon avion est meilleur que le sien, puis je veux être sûr que lui, il sait pas c'est quoi c'est quoi les performances de mon avion pour être sûr d'avoir le dessus dans un combat aérien, tu sais. Parfait. Nick qui posait la question, il dit que penses-tu de la Légion internationale ukrainienne? Il y a une information à propos de ça à préciser, ça semble important. Je n'ai aucune idée de ce dont on parle actuellement. En fait, j'ai deux comme hypothèses. La Légion internationale, c'est soit les soldats qui ont commencé à joindre l'armée ukrainienne, les soldats internationaux qui ont commencé à joindre l'armée ukrainienne, mais ça se passe dans à peu près tous les conflits qu'on dit injustes. Là. Pendant la guerre d'Espagne, là, il y a beaucoup de Canadiens, il y a beaucoup de soldats étrangers qui sont allés se battre du côté de l'Espagne contre Franco, puis malgré tout, ça n'a absolument rien donné. Là, tu sais. Après ça, si vous êtes game d'aller vous battre en Ukraine pour ça, ben let's go, allez-y, sauf que je pense pas que ça va jouer un rôle, c'est pas ça qui va être déterminant là-dedans. Les missiles qu'on fournit à l'Ukraine pour descendre des avions russes ou pour tirer des tanks russes sont beaucoup plus efficaces que les soldats qui vont se battre là, des kidams de monsieur, madame, tout le monde qui y vont, puis jamais un pays va envoyer ouvertement des soldats là-bas, parce que d'envoyer des soldats en Ukraine, ça voudrait dire une déclaration de guerre avec la Russie, fait que ça se fera pas.
Ceci étant dit, après ça, la Légion, il y a un autre élément qui est crucial à travers une certaine légion en Ukraine, c'est qu'il y a une légion de néo-nazis en Ukraine, puis c'est un des points cruciaux sur lesquels Poutine se bat, martèle le fait qu'il devrait envahir l'Ukraine. Il y a une légion militaire, ben paramilitaire en fait, là, les paramilitaires et militaires, ça veut dire à peu près la même chose, sauf que un groupe paramilitaire, c'est pas associé au gouvernement, c'est eux autres mêmes qui ont décidé de prendre des OK. guns, de s'armer, de se former puis d'aller se battre, là, tu Fait sais. qu'il n'y aurait pas Donc, ça, d'impact au niveau politique, là. Tu sais, c'est pas parce que. Il faudrait vraiment que l'impact vienne, vraiment que l'armée canadienne dise on débarque là-bas pour que finalement ça éclate en une troisième guerre mondiale, là, ou dans lequel, de ce que j'ai compris depuis que tu en discutes depuis le début, c'est que tous les pays vont devoir s'impliquer à partir du moment où il y a un avion, où il y a quelque chose qui va être abattu de l'autre côté, là. ouais, c'est ça. C'est Fait que aussi ça, dans le fragile fond, que ça, là. puis Nig, justement, vient de me dire que c'est exactement de ça qu'elle voulait que je parle. Fait que bref, c'est ça. Pour la Légion étrangère, des gens qui vont finalement aller se battre là-bas, tu sais, ils se battent avec ce que les Ukrainiens ont. Là, ça permet d'avoir plus de soldats dans leur rang. Mais tu sais, on parle d'un kidam canadien aussi. C'est comme si ton chum décidait lui, veut faire quelque chose pour l'Ukraine. Il prend l'avion, il s'en va en Ukraine. Il va prendre un AK-47 qui a été fourni ou un M16 qui a été fourni par l'armée américaine un coup rendu là-bas. Il se bat dans un pays qu'il connaît pas, dans des rues qu'il connaît pas, avec du monde qu'il connaît pas, d'une langue qu'il connaît pas pour se battre contre une armée qui, elle, est parfaitement entraînée, qui est une armée professionnelle avec la technologie puis le matériel militaire d'une puissance d'un pays développé. Tu sais, je veux dire, ça a-tu un impact? Peut-être que ça soutient le moral des Ukrainiens, mais concrètement, sur le terrain, ça sert à rien. Concrètement, si vous voulez faire quelque chose, les gens, inscrivez, puis que ça vous tente de joindre une armée, joignez-vous à l'armée canadienne et recrutent pour l'aide humanitaire. Tu sais, là, vous allez avoir un impact, ou même encore aller juste donner de l'aide humanitaire, là, à moins que vous vouliez vraiment être militaire, mais vous allez avoir beaucoup plus d'impact, je crois, de cette façon-là, de façon politically correct, que de dire je débarque là-bas avec comment je pourrais dire ça, votre tiroche, là. Hein, parce que Ouais, c'est ça. c'est ça pareil, là, présentement. C'est un peu comme un enfant qui dit moi, là, si jamais je vois un agresseur dans la rue, là, je vais lui mettre mes deux yeux dans les doigts puis je vais le frapper. Regarde, c'est parce que tu fais pas le poids là, à côté d'un agresseur qui se présente devant toi avec tes deux petits doigts là, qui ont vraiment pas de force dedans. T'sais. Ouais. Surtout qu'ils sont surentraînés. Là. Question pertinente qui a été parlée, ben, on en a discuté un petit peu. Au niveau économique, présentement, la bourse est en feu. Le coût de la vie augmente. On voit plusieurs compagnies quitter la Russie. On voit du protectionnisme qui est fait de la part de l'OTAN justement pour éviter de faire affaire présentement avec la Chine, éviter de faire affaire, voire ne plus faire affaire du tout avec la Russie. Allô, hausse du pétrole, par exemple. Euh, c'est comme pourquoi une guerre impacte autant au niveau boursier, au niveau économique, le reste du monde. Parce qu'une guerre, là, c'est économiquement très bon. OK? Tout simplement parce qu'on fait beaucoup de cadeaux pendant une guerre. Tu produis beaucoup de choses, puis tu les donnes gratuitement à d'autres mondes. Puis il faut que tu les reproduises après pour les redonner gratuitement, puis que tu les reproduises pour les redonner gratuitement. Puis constamment, c'est un roulement comme ça qui se fait. Fait qu'il y a des jobs qui se créent, il y a des gens qui travaillent, il y a des choses qui se vendent. Ces choses qui se vendent-là, ça booste l'économie des entreprises, puis ça met de l'argent dans les poches du monde. C'est payant, une guerre. Généralement, il y a des bourses, là, hier, tu me disais, il y a des bourses qui crachent, il y a des bourses qui augmentent. La plupart des pays de l'OTAN, leur bourse est en train d'augmenter. Tout simplement parce que tout le monde se prépare à la guerre actuellement. S'il y en a qui ont des soldats dans leur entourage, moi, je Ouais. veux dire, moi, je travaille plus avec la GRC, je suis plus dans le milieu militaire, mais je le sais que c'est probablement le cas, qu'actuellement, toutes les armées sont sur un pied de guerre, puis sont tous prêts, puis ont tous eu le call de vous pouvez être appelé d'une minute à l'autre pour vous asseoir là, derrière d'un avion puis être débarqué Ah, en je Ukraine ou peux dans un déjà te autre dire, moi, pays. je suis à Saint-Jean à côté de la base, puis je peux déjà te dire que ça brasse beaucoup dans les conversations, un petit peu partout. J'ai des militaires dans mon entourage. Je suis entourée de militaires ici. C'est incroyable à quel point sur la base de Saint-Jean, actuellement, ça brasse. Fait que c'est ça. Moi, je suis pas mal certain que tout le monde est prêt à aller se battre, mais c'est la même chose du côté de l'économie. Tout le monde est prêt à se battre, même du côté de l'économie. Tout le monde a commencé à produire. L'essentiel des États et des gouvernements ont commencé à investir massivement dans la production d'armes et dans la production de matériel militaire, tout simplement parce que si ça éclate, il faut qu'on ait les gros bras le plus rapidement possible parce faudrait terminer ce conflit-là le plus rapidement possible. By the way, tu me le rappelleras, mais on parlera des choses à faire attention dans nos discours pour l'avenir parce que ça en fait partie. Mais bref,
on cherche à booster cette économie-là pour justement avoir des gros bras tout de OK. suite pour quand on va débarquer avec nos gros bras, ben, on soit capable d'être intimidant tout de suite. Parce que la guerre, c'est une question d'intimidation aussi, là. Puis ensuite, pourquoi est-ce qu'on réduit nos consommations russes puis nos consommations chinoises? C'est parce que on l'a spoté. C'est eux autres qui vont se battre, là. C'est contre eux qu'on va se battre. Fait qu'on est aussi bien de pas lui donner trop de cash tout de suite, puis d'essentiellement rapatrier notre production, parce que si maintenant on se pogne puis qu'on se bat pour vrai, eux autres nous vendront plus de stock, puis nous autres, on les en vendra plus. Fait que tout ce qu'ils produisent pour nous actuellement, on est mieux de recommencer à le produire ici. Puis en plus de ça, on est mieux d'arrêter, de cette façon-là, on va arrêter de leur donner de l'argent pour qu'eux autres financent leur effort de guerre, tu sais. Fait que de ce côté-là, quand tu as deux pays contre le reste du monde, qu'on le veuille ou non, ça fait mal à leur bourse à eux puis à leur économie à eux. Fait qu'eux, les jobs se perdent, eux, les investissements se réduisent, puis eux ont de moins en moins de financement pour financer leur propre guerre. D'ailleurs, si on revient à ta deuxième question qui vient de me revenir en tête, c'est est-ce que les mesures économiques vont avoir un impact? Est-ce que c'est pour ça que le pétrole augmente? Mais en réalité, oui. Comme on a expliqué plus tôt, l'essentiel des pays européens sont fournis en pétrole puis en gaz naturel par Gazprom, qui est une compagnie étatique, là, un petit peu comme Hydro-Québec, puis mais qui appartient au gouvernement russe. Eux autres vendent du pétrole partout en Europe. Puis actuellement, on a tellement peur qu'on ferme le robinet pétrolier russe, parce qu'ultimement, si jamais on ferme ce robinet pétrolier-là, l'Europe a encore besoin de produire de l'électricité, puis encore besoin d'utiliser du pétrole. À ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que c'est les Américains puis les pays du Moyen-Orient qui vont commencer à envoyer leur pétrole vers l'Europe. Si jamais les Américains puis les pays du Moyen-Orient font ça, ça veut dire moins de pétrole en Amérique. Moins de pétrole en Amérique, ça veut dire plus de consommateurs pour une moins grande quantité. Puis ça veut dire une augmentation des prix du pétrole. J'aurais acheté un Actuellement, char on n'a pas. électrique. Ouais, c'est ça. Ça veut dire achète-toi un char électrique. Mais tu sais, actuellement, là, on n'a pas arrêté de consommer du pétrole russe, là. Les Russes envoient encore du pétrole en Europe, ils envoient encore du gaz naturel en Europe. Puis c'est simplement la peur de cette fermeture-là qui fait augmenter les prix du pétrole actuellement. Parce que si jamais les Russes arrêtent d'exporter pour vrai en Europe, là, c'est pas 2 piastres le gaz, 2 piastres le litre qu'on va le voir le gaz. C'est 4 puis 5 piastres le litre qu'on va le voir, là. Ça va augmenter beaucoup plus que ça parce que l'essentiel du marché va être récupéré par l'Europe, que eux autres ne peuvent tout simplement pas se permettre d'abandonner le pétrole, tu sais. C'est là que tu vas savoir ce que ça veut dire, perdre tes privilèges. C'est ça. Mmh. Puis je vais dire, ça a un blowback, le prix du pétrole, parce qu'actuellement, c'est artificiellement gonflé, un petit peu comme la pénurie de papier de toilette qu'on a eu au début de la COVID, là. C'est qu'actuellement, les Russes vendent encore du pétrole en Europe. Puis même si on leur impose des mesures économiques, même si la plupart des grandes compagnies quittent la Russie, mais le fait que nous, on augmente le prix du pétrole comme ça, puis qu'il y a exactement la même production qu'avant, ben ça fait en sorte que les Russes sont capables d'aller récupérer le financement qu'ils ont perdu sur les sanctions économiques sur la valeur du prix du pétrole. Vous voulez concrètement, ben, on va reparler de la Légion étrangère dans ce cas-là, vous voulez concrètement faire mal à la Russie, arrêtez de tanker votre char à ce prix-là. Attendez que Ouais, c'est ça, tu sais. Vous voulez vraiment avoir un impact sur la Russie, c'est la même affaire que je le disais au niveau des changements climatiques, au niveau de l'impact. Arrêtez de tanker votre char. C'est marcher. Prenez le transport en commun, essayez des véhicules électriques. On essaye, puis c'est là qu'on peut rentrer dans un sujet qui est encore plus vague, qui parle de privilèges, d'accès, de... Hein? C'est là que ça peut venir énormément. Comme on dit dans notre dernier sujet qu'on a discuté, c'est que souvent, justement, les personnes qui vont encore utiliser le pétrole, c'est pas nécessairement... C'est les personnes qui n'ont pas le choix, mais dans lequel le choix... C'est quand la simplicité volontaire n'est pas un choix, mais une obligation. c'est un peu ça. C'est un petit peu... Ça va être rough, pas tanker l'ambulance. Ouais, non, c'est ça. Attends un peu. J'ai ça, plusieurs entreprises et compagnies pétrolières. Je pense qu'on a fait. Écoute, je vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de la plupart des questions. Dans le chat, est-ce qu'il y en a présentement est-ce qu'il y a des questions que je n'aurais pas vues ici? J'essaie de voir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a des précisions que vous aimeriez apporter sur un sujet en particulier qui vous a particulièrement plus touché? Donc, si c'était difficile le transport en commun avec ma job, absolument, ça prendrait 2 heures pour me rendre à la job. Tu sais, c'est ça. Tu sais, le rendu là, on peut rentrer dans un autre sujet qu'on a déjà discuté sur la chaîne. Un char, en as-tu vraiment besoin? Euh, Ça devrait être vraiment difficile. Hier, justement, tu me disais, Alex, que quelque chose de très important à ne pas faire présentement et à ne pas dire présentement, c'est est-ce que Poutine est fou? T'as dit on ne doit surtout pas dire Ouais, que Poutine est fou. ça me ramène pas mal sur ma conclusion sur les choses à ne pas faire.
Les choses à ne pas faire, c'est sous-estimer l'armée russe et sous-estimer Poutine. Il y en a beaucoup, puis on entend beaucoup le dire là, en ce moment dans les médias. Est-ce que Poutine est un despote? Est-ce que Poutine est fou? Ou littéralement des analystes dire Poutine est fou. À vrai dire, il faut jamais dire ça parce que du moment qu'on qualifie quelqu'un de fou, ben, on n'ira pas négocier avec lui. Ceci étant dit, j'espère que j'ai été capable d'exprimer aujourd'hui que même si c'est pas justifié l'action de Poutine, elle n'est pas déraisonnable. L'action que Poutine a posée en Ukraine, c'est raisonné. C'est quelqu'un de brillant qui a fait ça, quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a utilisé ses moyens à lui, puis a appliqué une solution qui n'est pas la nôtre, mais une solution à ses problèmes à lui. Faut pas dire que Poutine est fou, parce que du moment qu'on dit qu'il est fou, nous, on se barre la porte de la négociation. On va pas négocier, puis on va pas discuter avec quelqu'un qui est fou, parce qu'il sera pas raisonnable. Tandis que si on considère que Poutine est intelligent puis qu'il est brillant, mais à ce moment-là, on est capable de continuer à garder un dialogue ouvert pour éviter une troisième guerre mondiale avec lui. C'est la même chose pour se dire, ben, avec les États-Unis, la France de notre côté, puis l'essentiel des pays de l'OTAN, on est capable de balancer la puissance russe en termes d'implication militaire, puis que même si la Chine ne s'implique pas dans un conflit, si tous les pays de l'OTAN entrent en guerre contre la Russie n'a aucune chance. C'est faux. La Russie a quand même... C'est vrai que si on exclut l'arme nucléaire, la Russie se ferait probablement décalisser par l'OTAN. Sauf que la Russie a suffisamment d'armes nucléaires, parce que c'est la première puissance nucléaire internationale, pour détruire le monde à peu près 56 fois. Même si nous, de notre côté, on a la capacité de détruire le monde 36 fois avec les armes nucléaires françaises puis américaines, la Terre, on peut la détruire juste une fois. Oh, il va rester de la Fait qu'à ce poussière, là. moment-là, si jamais justement on tombe dans un conflit d'orgueil puis de grosses bites finalement, là, ben le monde va être, ça va détruire, la Russie a quand même les moyens de détruire le monde à travers un conflit. Fait qu'il faut pas sous-estimer la puissance russe. Faut pas se dire que Poutine est fou parce que ça fermerait notre négociation avec lui. Puis c'est les dernières choses qui nous maintiennent, qui nous protègent encore d'une troisième guerre mondiale. Actuellement, les amis, c'est un homme très intelligent. On doit comprendre son point. On doit continuer de négocier. Et on va dire, comme on a dit toujours, hein, on garde nos ennemis plus proches que nos amis. Hein? C'est parce que c'est ça. Je voyais un meme justement dernièrement qui parlait que, tu sais, on a eu la Terre, il y avait la COVID qui mangeait la planète Terre, il y avait une vague d'une troisième guerre mondiale, donc la peur d'une troisième guerre mondiale qui mangeait la COVID, qui mangeait la Terre, et derrière, on avait des changements climatiques qui allaient bouffer le reste. Ça, c'est s'il reste une planète après ça. Mais tout ça est-il que on continue d'espérer que les gens seront le plus diplomates possible pour éviter justement qu'il y ait un jour quelqu'un qui fasse c'est assez, j'en ai plein mon derrière. Hein? C'est ce qu'on va souhaiter le plus possible. On a Canadienne qui dit, Canadienne HXC dit, penses-tu qu'Anonymous a un impact informatique et influence d'une telle manière leurs attaques, piratage sur les Russes? Bon, ok, là je sais qu'on rentre dans le tricky puis dans le niche, mais quand même une question pertinente. Est-ce que ça pourrait avoir un impact justement parce que c'est de plus en plus informatisé? Définitivement, ça a probablement un impact. Sincèrement, c'est la guerre informatique, la guerre d'information a toujours eu un impact sur sur tous les conflits finalement. C'est Anonymous, tu sais, à vrai dire, rendu là, c'est difficile de dire c'est quoi leur impact parce que d'un, ils mettront pas les informations qu'ils ont publiques, tout simplement pour pouvoir être capable de continuer à faire des attaques s'ils veulent le faire. De deux, la Russie se vantera pas du fait qu'ils se sont fait attaquer puis qu'ils ont une faiblesse informatique à un endroit ou à un autre, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font puis qu'est-ce qui en est fait? Je le sais pas. Je ne sais pas à quel point ça a une certaine utilité, mais s'ils sont capables d'aller chercher les plans de combat russes, s'ils sont capables de divulguer de l'information russe aux Ukrainiens, s'ils sont capables de créer des problématiques dans la communication au sein des différentes divisions russes, ben définitivement que ça a un impact. Tu sais. Alan Turing a réussi à déchiffrer Enigma à l'époque avec un ordinateur, puis il a littéralement changé le cours de la guerre pour à plusieurs niveaux finalement. Fait que, est-ce que ça a un impact? Probablement que ça a un impact. De là à dire quel impact ça a, ça, je le sais pas. Ok. Fait que ça, c'est une information qui justement, ben, de toute façon, ça fait probablement partie des informations qui sont très privilégiées. Puis un peu comme tu l'as dit, si ces informations-là existent à quelque part, c'est dans l'intérêt de la personne qui les possède de les divulguer au compte-gouttes puis de s'en servir comme outil de négociation. Donc, c'est probablement quelque chose dont on n'aura pas nécessairement conscience, nous, en tant que simples humains, puis même auprès des spécialistes dans la question. Mot de la fin, Alex?
Ben, écoute, moi, ça fait le tour, là. Je vous dirais faites attention, je vous dirais la situation actuelle est très anxiogène, je suis d'accord. À quelque part, regarde, on va espérer le meilleur pour la suite des choses puis pour l'humanité. On va espérer qu'il y ait pas de troisième guerre mondiale puis, qu'on n'aura pas à se battre. Mais bref, plus ça avance, plus que je me dis qu'on va peut-être être capable de trouver une solution qui s'en va vers une négociation puis un retour à la paix. Mais, c'est une situation à observer dans les prochains jours, là. Parfait. Les amis, c'était Alexandre Nadeau, politologue en développement international. Alex est spécialisé dans la politique. Il adore son sujet, c'est un passionné. J'espère que vous avez pu le voir. Donc, Alex, je vais te libérer pour la journée. Je te remercie énormément. Puis ça me fait un plaisir de rejaser à nouveau pour la vulgarisation politique. On sédule une couple de mois de même si ça te tente là, pour les sujets en cours. Là. Ça me ferait plaisir. Hey, je te souhaite une agréable journée. Merci, bonne journée.